Eh ben les amis, je m'embarque dans un truc. On va parler du loup, cet animal magnifique et hautement politique. Et c'est pas dit que je me fasse que des potes avec cette vidéo. Parce que je tiens à préciser les choses tout de suite. Si vous êtes là pour m'entendre réclamer la tête du loup et le qualifier de vermine, cette vidéo n'est pas pour vous. Et si au contraire vous êtes là pour m'entendre l'idolâtrer comme un animaliste sur Instagram, cette vidéo n'est pas pour vous non plus. Elle est pour qui alors? Non, on va essayer de décortiquer tout ce bousin avec rigueur. Par-dessus les chapelles, on va tenter de redonner de l'épaisseur à tout ça. Oui, le loup est un animal historique, symbolique et politique. Un animal qui réveille des peurs anciennes, des conflits d'usage, des fantasmes urbains, des récits religieux, des légendes, et une question très simple mais quand même redoutable. Que sommes-nous prêts à accepter de cette nature dans laquelle nous vivons? Car non, chers amis, le loup n'est pas revenu dans une forêt intacte, dans un monde vierge, dans une carte postale, ni même dans une pub Intermarché. Il est revenu dans un pays de routes, de clôtures, d'élevage, de forêts exploitées, de villages, de stations de ski, de chasseurs et de randonneurs qui lancent la baballe au Jack Russell qui s'appelle Buford. Me demandez pas pourquoi. Il est revenu chez nous, dans une nature anthropisée qui s'était organisée sans lui. Alors évidemment, ça frotte. Mais avant de parler du conflit, avant de parler de politique, avant même de parler de la France contemporaine, il faut commencer plus loin. Beaucoup plus loin. On part à la découverte de Canis lupus. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Le loup est l'héritier d'une lignée ancienne, une histoire très longue de carnivores, de formes successives, de milieux qui changent et de corps qui s'adaptent. Pour remonter à l'origine du loup, il faut repartir bien avant lui. Les premiers ancêtres des canidés apparaissent en Amérique du Nord il y a environ 40 millions d'années à l'Éocène. À cette époque, évidemment, il n'y a ni loup, ni chien, ni rien qui ressemble encore aux grands canidés modernes. Parmi les plus anciens, on trouve Hespérotion à la fin de l'Éocène et au début de l'Oligocène, il y a un peu plus de 35 millions d'années. C'était pas hier. Alors ce n'est pas un proto-loup au sens où on l'imagine, c'est un petit carnivore allongé qui ressemble vaguement à un teckel, et dans tous les cas encore assez éloigné du loup moderne. Mais il appartient déjà à cette vieille famille dont le loup sera l'un des héritiers. Puis, au cours de l'Oligocène et du Miocène, les canidés se diversifient. Plusieurs grandes branches apparaissent. Certaines disparaîtront complètement, d'autres dureront des millions d'années avant de s'éteindre. Et c'est important de le rappeler parce que l'évolution des canidés, c'est pas une route droite qui mènerait tranquillement au loup. C'est un arbre avec des branches perdues, des essais, des formes étranges et des impasses. Parmi ces formes anciennes, on peut citer l'Eptocion qui apparaît à partir de l'Oligocène et se maintient durant une bonne partie du Miocène. Là, on commence déjà à voir des animaux plus fins, plus légers, plus canidés dans leur allure générale. Des corps davantage tournés vers le mouvement, la course et l'exploration des territoires plus ouverts. Et puis, il y a des branches aujourd'hui totalement disparues, parfois même spectaculaires. Par exemple, Borophagus, au Miocène supérieur et au Pliocène. Celui-là n'est pas un ancêtre direct du loup, mais un cousin lointain appartenant à une autre grande lignée de canidés éteints. On le surnomme parfois le chien broyeur d'os. Il avait un crâne puissant, des mâchoires robustes et rappelle à quel point l'histoire des canidés a été plus riche, plus étrange et plus foisonnante que la seule histoire du loup. À mesure qu'on avance dans le Miocène puis le Pliocène, certaines lignées se rapprochent davantage des canidés modernes. On voit apparaître des formes comme Eusion, puis les premiers représentants du genre Canis. Et là, on entre enfin dans la branche qui nous intéresse vraiment. L'un des plus anciens représentants connus de ce genre est Canis lepophagus au Pliocène. Alors on n'est pas encore devant le loup gris moderne, bien sûr, mais on se rapproche d'animaux qui commencent à porter les grands traits du genre Canis. Bien plus tard, au Pléistocène, dans un monde de glaciation, d'herbivores migrateurs, de climat instable et de grands espaces, apparaissent des formes encore plus proches du loup moderne. En Europe, on cite souvent Canis mosbachensis, le loup de Mosbach, comme une forme très proche de la lignée qui conduira au loup gris actuel. Puis finit par émerger Canis lupus, le loup moderne, au Pléistocène moyen. Et ce loup-là est déjà l'héritier d'une très longue sélection. Des millions d'années de transformation ont façonné un animal taillé pour l'endurance, le déplacement, la lecture du terrain, la chasse et la vie sociale. Le loup n'est donc pas seulement un grand prédateur de nos forêts contemporaines. C'est l'aboutissement d'une immense histoire. Une histoire faite de petites formes anciennes, de lignées disparues, d'essais évolutifs, de climats bouleversés, de territoires ouverts, de mouvements incessants. Et ça change déjà notre regard. Parce que le loup que nous voyons aujourd'hui, ou plutôt que nous devinons aujourd'hui dans les Alpes, le Jura, les Vosges ou le Massif central, c'est pas une apparition romantique tombée dans l'actualité. C'est l'héritier d'une lignée vieille de plusieurs dizaines de millions d'années. Mais cette profondeur ne suffit pas encore à le comprendre. Maintenant, il faut regarder ce qu'il est. Le loup est un grand canidé taillé pour l'endurance. Une poitrine faite pour l'effort prolongé, des membres conçus pour avancer longtemps, une tête portée vers l'avant. Il n'est pas massif comme un ours, ni agile comme un félin.
C'est un coureur de fond économe et rusé. Mais surtout, le loup, c'est la meute. Alors pas l'image caricaturale qu'on a souvent en tête et qui la résume à une bande anarchique de tueurs. C'est d'abord une structure familiale. Un couple reproducteur, des jeunes de l'année, des subadultes, parfois quelques vieux qui traînent par là. Une société animale réglée avec ses tensions, ses apprentissages, ses dépendances et ses transmissions. Le loup est un prédateur social. Voilà qui est sans doute sa grande force. Il coordonne, coopère, tient son territoire en groupe, élève ses jeunes dans une organisation stable. La reproduction s'inscrit dans cette logique. Tous les individus ne se reproduisent pas. Oui, on devrait s'inspirer d'eux parfois. Le plus souvent, le couple dominant concentre cette fonction. La meute protège, nourrit, transmet. Les louveteaux naissent dans des sites choisis pour leur tranquillité. Là encore, on est loin de l'image d'un chaos sauvage. Le loup organise son espace et hiérarchise ses besoins. Et cet espace, justement, parlons-en, le loup vit bien dans un territoire. Alors pas au sens administratif du terme, il se fout des frontières humaines, mais avec une précision bien à lui. Il y a les zones de passage, les zones de repos, les lieux qu'on marque, les endroits propices au hurlement, les terrains de chasse et les zones où on évite de traîner. Et puis les marges qu'on teste et les lignes qu'on défend. Le territoire du loup n'est pas une tache sur une carte, c'est une trame de signes. Il marque, il dépose ses excréments à des endroits visibles, il urine, il hurle, il informe, il prévient, il maintient une présence. Là encore, essayons de sortir de la poésie facile. Le hurlement n'est pas un joli son qui convoque tous les fantasmes. C'est d'abord un outil, un signal, un lien et aussi un avertissement. Le loup communique beaucoup plus qu'on ne l'imagine, par la voix, par les odeurs, par les postures, par la distance aussi. Il est littéralement immergé dans un monde d'informations. Côté alimentation, là aussi, il faut remettre les choses à l'endroit. Le loup n'est ni un monstre sanguinaire qui ne vivrait que pour massacrer les troupeaux, ni une peluche qui mange des carottes. C'est un prédateur opportuniste au sens écologique du terme. Il mange ce que son territoire lui rend accessible avec une préférence nette lorsqu'ils sont présents pour les ongulés sauvages. Chevreuils, cerfs, chamois, mouflons, sangliers selon les secteurs et les contextes. Il peut aussi consommer des charognes, il peut exploiter des ressources plus faciles, il peut manger du bétail. Évidemment, il ajuste son comportement à la réalité de son territoire. Alors je fais une petite parenthèse pour vous parler du loup en chasse, parce que je sens que c'est assez abstrait pour beaucoup d'entre nous. Oui, il y a des choses qu'il faut bien regarder en face. Le loup chasse d'une manière souple, il n'applique pas un schéma unique comme une machine. Selon la taille de la proie, la saison, le terrain et la composition du groupe, il peut chasser seul, à deux ou en meute. Sur une petite proie, un individu peut suffire. Évidemment, sur un lièvre, on n'a pas besoin d'être 18. Mais sur un grand ongulé, la chasse collective devient évidemment nécessaire. Mais il faut se défaire d'une image fausse. Le loup ne gagne pas d'abord par la puissance brute. Il gagne souvent par l'observation, l'endurance, la lecture du terrain et la recherche d'une faille. Il repère une bête isolée, jeune, vieille, blessée, fatiguée, gênée par la neige, la boue, une pente, une clôture, un cours d'eau. Très souvent, la sélection commence là, dans la vulnérabilité. La poursuite n'est pas toujours longue, mais elle peut le devenir. Le loup met la pression, il teste, il désorganise, il tente de séparer la proie du groupe. Chez les grands ongulés, il cherche moins le duel frontal qu'un moment de déséquilibre. Et l'attaque elle-même varie selon les proies. Sur un animal de taille moyenne, la mise à mort peut être rapide. Sur une grande proie, en revanche, tout est souvent beaucoup plus progressif. Le loup commence fréquemment par l'arrière du corps, les cuisses, les jarrets, l'arrière-train. L'idée, c'est d'entraver la fuite, d'user la résistance, de provoquer la chute ou l'épuisement. Tant que l'animal tient debout et se défend, l'accès à la gorge reste difficile et dangereux. Une fois la proie affaiblie ou au sol, les loups peuvent chercher des prises au cou, à la gorge, parfois au mufle. Mais sur les grosses bêtes, la mort ne vient jamais d'un seul geste. Elle résulte d'un ensemble. Choc, hémorragie, épuisement, lésion, impossibilité de se relever. Là encore, on est loin de l'image simplifiée d'un prédateur infaillible qui tuerait ses proies en quelques secondes. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que la chasse humaine est souvent qualifiée de cruelle. Je vous laisse 2 minutes réfléchir à ce qu'endure un cerf littéralement dévoré vivant par une meute de loups. Bah oui, mais le loup, il n'a pas de choix, lui. Oui, alors le cerf, on n'a rien à secouer, que le loup, il n'ait pas le choix. D'un côté, il meurt vite, de l'autre, il meurt bouffé vivant. Oui, mais sois cohérent, Jean-Kévin, à un moment donné. Alors en meute, il n'y a pas forcément une stratégie sophistiquée au sens humain du terme. Mais il y a bien une coordination réelle. Certains pressent, d'autres coupent, d'autres relaient. L'efficacité vient moins d'un plan abstrait que de l'expérience, des liens sociaux et de la répétition. Les loups ratent souvent. La chasse n'est ni automatique ni propre. Face à une proie en pleine forme, surtout si elle reste groupée, l'échec est fréquent. Le loup est donc un prédateur, évidemment, mais un prédateur économe. Il apprend, il observe, il corrige, il évite, il tente, il contourne. Sa plasticité comportementale est l'une des clés de son retour actuel. Et ce portrait-là, il faut le garder en mémoire pour la suite, parce qu'à ce stade, le loup, c'est pas encore un animal politique, c'est un grand canidé social, mobile et intelligent. Mais à partir du moment où un animal de cette ampleur croise durablement les sociétés humaines, il cesse d'être simplement lui-même. Il entre dans notre histoire.
Le loup et l'homme se côtoient depuis très longtemps. Ils partagent les espaces, les proies, les rythmes, les lisières, les peurs et les opportunités. À l'origine, pour l'humain chasseur-cueilleur, le loup est un prédateur concurrent. Bon, et peut-être aussi un prédateur tout court. Il vit dans les mêmes milieux, s'intéresse aux mêmes grands herbivores. Il peut aussi profiter en marge des installations humaines. En d'autres termes, il n'est pas un pur animal du dehors. Il est déjà un voisin de frontière. Le loup n'est ni complètement dedans, ni complètement dehors. C'est pas un chien, mais c'est pas non plus un fantôme lointain. Puis survient un paradoxe extraordinaire. Parmi tous les grands prédateurs européens, le loup est celui dont certaines lignées anciennes sont à l'origine du chien. Alors ça veut pas dire qu'un beau matin, un loup s'est assis devant le feu pour devenir un labrador, ça veut dire qu'au fil d'une très longue histoire, certaines populations de loups ont entretenu avec les groupes humains une proximité particulière, jusqu'à produire cette divergence décisive qu'est le chien. Et ça, c'est fascinant. Ah bah si, c'est fascinant, Jean-Kévin. Le loup est à la fois notre plus grand rival et le parent du plus proche compagnon de l'homme. On a fait entrer chez nous l'ombre très lointaine du loup. Le chien en garde des traces dans son corps, dans ses comportements, dans notre rapport à lui aussi. Alors il en garde des traces, oui, évidemment, mais enfin des fois quand on regarde certaines races de chiens, on se dit que le loup est quand même un peu loin, quoi. Cette proximité n'a pas apaisé le conflit, elle l'a rendu plus troublant. Parce que le loup n'est jamais devenu un autre banal. Il est resté cette figure de bordure, presque parent, mais jamais assimilé. Et à mesure que les sociétés humaines se sédentarisent, se densifient, cultivent, élèvent, administrent, la relation se tend. Ce grand voisin devient un problème plus concret. Pour les troupeaux, pour la sécurité des biens, pour la sécurité des personnes aussi, parfois pour les imaginaires. Mais là encore, avant la politique au sens moderne, avant les textes, les primes et les arrêtés, il y a encore autre chose. Le loup entre dans nos récits. Depuis des millénaires, le loup est bien plus qu'un grand prédateur. Il est un animal sur lequel les sociétés humaines accrochent des peurs, des puissances, des interdits et des fantasmes. Dans certaines traditions anciennes, il peut être lié à la force, à la guerre, à la fondation, à une forme de noblesse. L'Europe a gardé la trace de ces récits, alors évidemment on pense à Rome, aux jumeaux nourris par la louve. Le loup n'est plus seulement un animal, il entre dans le récit d'origine d'une civilisation entière. Mais il y a aussi l'autre versant, celui que tout le monde connaît, parfois sans même savoir d'où ça vient vraiment. Le loup de la peur, le loup de la nuit, le loup du conte, le loup qui rôde près des enfants, le loup qui mange, le loup qui prend, le loup qui attend dans la forêt ou derrière la porte mal fermée. Cette mémoire-là est immense, elle irrigue l'Europe chrétienne, les folklores, les contes, les récits transmis, les fables éducatives, les images de l'enfance. Puis vient la frontière plus trouble encore, celle de la métamorphose. Le loup-garou, l'homme qui devient bête, la bête qui menace de remonter dans l'homme. Là, le loup cesse même d'être seulement extérieur, il devient le nom d'un possible débordement intérieur. Il touche à la peur de perdre la maîtrise, la raison, la forme humaine. C'est pour ça qu'il fascine autant, parce qu'il n'est pas seulement en dehors de nous, il se tient aussi dans une zone où l'homme sent qu'il pourrait ne pas être si loin de l'animal. Ce que ça produit est considérable. Le loup n'est jamais vraiment regardé pour ce qu'il est. Il est toujours déjà interprété, chargé, alourdi de récits, de sacrés, de peur, de prestige, de malédiction. Et lorsqu'un animal réel est lesté d'un poids symbolique aussi fort, le conflit avec lui change aussi de nature. Il ne s'agit plus seulement de gérer un prédateur, il s'agit de faire place ou non à une figure. Et souvent, les sociétés ne veulent pas seulement l'éloigner, elles veulent le supprimer. Alors le loup n'a pas simplement disparu de France comme une espèce fragile qui se serait éteinte doucement sous l'effet d'un malheureux concours de circonstances. Le loup a été éliminé. Pendant des siècles, dans de nombreuses régions d'Europe et bien sûr en France, les sociétés humaines ont considéré que le loup n'avait plus sa place. Il menaçait les troupeaux, il inquiétait les campagnes, il concurrençait certains usages, il incarnait aussi dans les imaginaires ce dehors hostile qu'il fallait refouler. Alors on a organisé sa disparition. Battu, piège, prime, pression collective, volonté d'ordre, le loup a été désigné comme un indésirable. Et peu à peu, il a reculé, puis il a disparu. Ce point est capital, parce qu'il change tout dans la manière de raconter son retour. Le loup est revenu dans un pays qui avait, pendant longtemps, voulu faire sans lui. Autrement dit, son absence a fini par paraître normale alors qu'elle était le résultat d'une volonté humaine. Le dossier semblait clos, le territoire semblait pacifié, le vieux concurrent était sorti du jeu. Et pourtant, le loup est revenu.
Alors pas comme une revanche magique de la nature sur l'homme, comme certains le fantasment, il est revenu parce que certaines conditions à la fin du XXe siècle et au début du XXIe l'ont rendu à nouveau possible. Le cadre juridique a changé, les grands herbivores sauvages sont revenus, certains espaces ruraux ont évolué, des continuités écologiques ont subsisté. Certaines pressions ont diminué ici, augmenté là, mais l'ensemble du système européen a de nouveau offert des interstices viables à un animal mobile, discret et très adaptable. Et il y a chez le loup un mécanisme décisif qui rend ce retour possible, la dispersion. Les jeunes loups restent rarement dans leur groupe natal. Ils partent, ils quittent la meute, ils traversent parfois des espaces immenses, ils cherchent, ils risquent, ils testent de nouveaux territoires. Et c'est comme ça que le loup recolonise, par une suite de départs, d'installations, d'échecs, de réussites, de rencontres et de recompositions. Le souci, c'est que le loup ne revient pas dans une nature vierge. Il revient dans des paysages humains, dans des forêts exploitées, dans des montagnes traversées par des routes ou des remontées mécaniques, dans des zones d'élevage, dans des vallées habitées, dans des mosaïques de cultures, de bois, de pistes, de clôtures, de lotissements diffus, de tourisme, de chasse et d'administration. Le loup contemporain n'est pas un fantôme du Moyen-Âge lâché dans notre époque. C'est un loup qui vit avec l'anthropisation, ou plus exactement dans ses marges. Il s'adapte, il devient plus discret, il peut se faire plus nocturne quand la pression humaine augmente. Il contourne, il teste des itinéraires, il lit notre présence. Lui aussi cohabite avec nous, même quand nous parlons de cohabitation comme si l'ajustement ne concernait que les humains. Le loup n'est pas seulement un animal qui revient dans notre monde, c'est un animal qui apprend à vivre un monde habité par nous. Mais cohabiter ne veut pas dire vivre en harmonie, ça tout le monde a compris. Cohabiter veut dire partager un espace traversé de frictions réelles. Pour un berger ou un éleveur, le loup c'est pas un symbole de nature préservée. C'est surtout des nuits blanches, une surveillance sans fin, des bêtes retrouvées éventrées, un troupeau qui se disloque, des pertes économiques, du temps mangé par les constats, les démarches, les protections, et parfois cette impression d'être sommé d'accepter ce qui leur est inacceptable. La vérité vécue par les éleveurs, ce sont les attaques qui mettent en danger leur mode de vie. En 2025, la France a enregistré 4 441 attaques déclarées et près de 13 000 animaux victimes. Si on comprend pas ça, on comprend pas le conflit. C'est trop facile de brailler des yakas et des faucons le cul bien vissé dans un fauteuil. C'est trop facile de faire un post Instagram qui ouin que l'État fait la guerre au loup et qu'il est l'ennemi de la nature gentille. J'ai remarqué, ceux qui gueulent ne sont jamais ceux qui vivent avec le loup. Non, à partir du moment où un grand prédateur revient dans un territoire anthropisé, il ne peut pas rester un simple objet d'administration naturaliste. Il devient une question d'arbitrage. Parce qu'il entre dans des espaces déjà pleins d'usages, de contraintes, de droits, d'intérêts, d'habitudes, de mémoire, de métiers. Le loup touche à l'élevage, au pastoralisme, à la protection des troupeaux, à la chasse, à la circulation dans les massifs, à l'image que les habitants se font de leur territoire, à la manière dont l'État intervient, compense, autorise ou interdit. En France, le conflit est encadré par le plan national d'action 2024-2029 sur le loup et les activités d'élevage. Ce cadre n'organise pas seulement la protection de l'espace, il organise aussi les mesures de protection des troupeaux, les indemnisations, l'adaptation locale des réponses et les tirs dérogatoires lorsque certaines conditions sont remplies. On n'est donc déjà plus dans l'opposition simple entre protection absolue et retour à l'éradication. On est dans une gestion active de la coexistence. C'est là que se joue aujourd'hui le cœur du débat français. On ne parle pas seulement de la présence du loup, mais du niveau de dommages jugé tolérable. On parle de l'efficacité réelle des protections et du nombre de loups que l'État autorise chaque année à être abattus. Les nouvelles règles publiées en février 2026 ont d'ailleurs renforcé les possibilités de défense des élevages, tout en maintenant l'objectif officiel de conservation de l'espèce. Le débat sur le loup ne se résume donc pas à pour ou contre, il porte sur un réglage concret, conflictuel, mouvant, entre espèces protégées et souffrance pastorale. Il touche aussi au regard des urbains sur le sauvage, au désir des grands animaux emblématiques, à la morale écologique. Il touche aussi aux réseaux sociaux, à l'émotion et à la simplification médiatique, tous les jours un peu plus grande. Et c'est là qu'on voit à quel point le loup agit comme un révélateur. Il révèle d'abord une fracture entre le territoire vécu et le territoire fantasmé. Il y a le loup qu'on aime de loin, le loup emblème, loin des brebis et retrouver les tripes à l'air. Et puis il y a le loup concret, dans un paysage concret, avec ses conséquences concrètes et ses éleveurs en dépression. Les deux ne coïncident que rarement. Il révèle aussi notre embarras devant une nature qui cesse d'être un décor. Beaucoup de gens aiment la biodiversité, tant qu'elle reste propre et lointaine. Le loup, lui, remet du frottement dans le paysage. Il oblige à sortir du post Instagram. Alors je le redis ici clairement, je ne veux pas d'un monde sans loup, mais je refuse aussi un monde où le loup devient un prétexte pour mépriser ceux qui vivent avec lui. C'est précisément cette ligne étroite qu'il faut à mon sens tenir. Refuser l'éradication, refuser l'idolâtrie. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas seulement faut-il des loups, ça c'est un fait, les loups ils sont déjà là. La vraie question c'est plutôt quel type de nature sommes-nous encore capables d'habiter ?
Une nature réduite au décor, entièrement domestiquée, tolérable seulement lorsqu'elle ne contrarie personne? Ou une nature plus vivante, donc plus difficile, plus rugueuse, parfois conflictuelle, dans laquelle l'homme n'est pas seul à fixer toutes les règles du jeu? Alors le loup ne nous apporte pas de réponse, hein. En revanche il nous force à nous poser la question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet difficile hein, qui cristallise beaucoup de passion, c'est rien de le dire. Alors bien entendu je vais me fâcher avec les deux parties, hein, les moins ouvertes à la nuance, mais je crois qu'on en a besoin de nuances. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo si elle vous a plu et de lâcher votre plus beau pouce bleu. Quant à moi je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.